Ah, j'ai mal à la tête. Je suis où, moi? Oui, c'est vraiment pas la première fois que j'entends ça. Sur ce, de quoi vous souvenez-vous? Ok, bon, je venais de me lever. J'allais commencer à travailler sur ma prochaine vidéo. Non, mais sérieux, va falloir qu'on m'explique c'était l'idée de qui d'adapter la mythologie grecque en classique d'animation Disney. Il goûte bizarre, mon café. Ah, j'espère que quelqu'un l'a pas empoisonné! Ah, oui, voilà, je me rappelle, j'ai encore mis du TNT dans mon café à la place de mon sucre. C'est une mauvaise habitude. Oh, t'en fais pas, c'est un accident assez commun. C'est même pas la première fois cette semaine que ça arrive. Bon, au moins, je me sens moins con. Ouais, non, t'en fais pas, des morts connes comme ça, on en a 13 à la douzaine, t'es vraiment pas le pire. Par contre, t'es bien mort. Quoi? Depuis quand c'est mortel de boire du TNT? Ouais, tu vois, ça a tendance à l'être. Sur ce, bonjour, bienvenue aux enfers, je suis Hadès, directeur de l'établissement. Hein, quoi? Je suis en enfer, mais je comprends pas, j'ai jamais rien fait de mal de toute ma vie? Serais-tu prêt à me montrer les memes que tu as enregistrés sur ton téléphone? Non. Je te fais marcher le nouveau. Faut pas croire tout ce que dit la chrétienté. C'est pas tous les dieux en rapport avec la mort qui sont des méchants. Mais t'as pas kidnappé Perséphone pour en faire ta femme? Ok, je vais péter le mythe, c'est la faute d'Aphrodite. Elle a dit à son fils de me foutre une flèche d'amour dans le cul. Pourquoi? Pour te la faire courte, je lui ai dit que de me marier, avoir des enfants, ça m'intéressait pas trop. Tu sais, j'ai littéralement le domaine des morts à gérer. Et ça, elle l'a pris un petit peu personnel. Donc ta réaction, ça a été d'enlever ta propre nièce pour la... Ne commence pas à évaluer la mythologie grecque avec les critères du monde moderne. On n'en est pas fier non plus. Fais-moi confiance. Soit. Écoute, moi aussi, je souffre de la comparaison. Je te propose de te renseigner et de revenir me voir sur le sujet, parce que honnêtement, tu vas voir que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple question de bien ou de mal. Salutationalisation et bienvenue à ce 21e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. S'il y a deux films dans l'ère de la Renaissance de Disney qui ressortent du lot en brisant les codes de ce qu'on peut appeler des Disney traditionnels, c'est de un Tarzan qu'on a déjà vu dans une autre vidéo qui est mon film Disney préféré, et bien sûr Hercule. Hercule, la force de ce film, c'est de prendre le conte traditionnel de Héraclès, personnage qui est objectivement un débile profond totalement psychopathe, et de le transformer en une histoire plus contemporaine avec un héros qui est honnêtement assez attachant. Dans la montagne, deux gamins, ils jouaient dans la gorge. Et ce rocher a glissé, un énorme rocher. Ils sont prisonniers. Les enfants? Prisonniers? Phil! C'est génial! Cette nouvelle t'a bouleversé, on dirait. La plupart du temps, il est assez attachant. C'est grâce à son animation magnifique, à ses visuels impressionnants et à son ancrage en la mythologie grecque que ce film est devenu un de mes Disney préférés. Sans oublier toutes les blagues que j'ai juste compris le jour où j'ai frappé la puberté. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. Pardonnez-moi, mon cher, monsieur. Fabuleuse réception. Je n'avais jamais vu autant d'amour depuis que Narcisse s'était découvert lui-même. Alors, est-ce que tu as aussi des problèmes avec ce genre de choses? Mec, tu veux pas acheter un cadran solaire? Et les références à notre monde et notre culture contemporaine qui sont faciles à rater, mais très honnêtement assez bien foutues. Pendant ce temps, chez Disney, et là les deux enfants vont crier quelqu'un appelé le IXII. Tu sais, comme le 911 en chiffre romain, c'est le numéro des urgences au Canada et aux States. D'accord, mais le film, il se passe en Grèce antique. Et ça, c'est des chiffres romains. On a un bon millénaire trop tôt. En fait, même Hercule, c'est juste le nom romain de Héraclès. Bon, ça va, c'est pas si grave. Personne va s'en rendre compte. Ou si quelqu'un s'en rend compte, comment tu veux que l'information se transmette? Ouais, j'avoue, en fait, c'est tout à fait facile de faire un film sur la mythologie grecque en faisant des anachronismes historiques. Exactement! Oui, je veux dire, on est en 1997. C'est quoi exactement les chances pour qu'une plateforme, disons, de partage vidéo apparaisse pour que tout le monde puisse donner son avis et suranalyser nos films? Attends, quoi? C'était pendant ce temps chez Disney. Mais si vous me demandez le plus gros point fort du long métrage, selon moi, c'est son antagoniste, Hadès. Si on demande au public qui sont leurs méchants Disney préférés, on trouve les Scar, les Jafar et autres Claude Frollo. Mais moi, mon petit favori, c'est sans contredit Hadès. À cause de quoi ses racines mythologiques, la recherche qui a été faite, le chara-design travaillé, ou bien juste les lignes de dialogue qui sont parfaitement jouées et écrites? Ma méga minette, ma méga belle, ma méga d'amour.
Qu'est-il donc arrivé ici? Je croyais que tu avais persuadé le centaure de se joindre à mon équipe pour la grande offensive, et voilà que je me retrouve sans centaure. Oui, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui rend Hades excellent, c'est le fait que le travail a été bien fait. Et ça, Disney, aujourd'hui, ils ont de la misère à le faire. Si le dieu est clairement un personnage fait pour épouser une logique fictive contemporaine, il tire ses racines autant de la mythologie gréco-romaine que de la culture religieuse contemporaine, voire même dans ce que l'on vient appeler la mythologie super-héroïque moderne. Fait qu'on pourrait développer un peu plus dans une autre vidéo, mais regardez Hercule et dites-moi honnêtement que c'est pas le meilleur film Superman que vous avez jamais vu. Ça, c'est sans parler du fait que Hadès, c'est un personnage qui est aussi très intéressant d'un point de vue moral, philosophique, psychologique et, j'ose le dire, mythologique. Aujourd'hui, nous explorerons tout ça. Si vous êtes un néophyte en termes de mythologie grecque et même de cinématographie, soyez sûr d'apprécier Hercule une dernière fois parce qu'aujourd'hui, on démystifie le vrai du faux. Vous pourrez pas dire que je vous laisse pas une chance, je vous avertis pour des spoils sur un film qui fête ses 26 ans cette année. Aussi, rappelez-vous de vous abonner et d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire pour nous dire de quel autre méchant on devrait parler. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire d'Hadès. Tout commence à l'aube des temps. Ah, c'est pas une image, il faut vraiment remonter à l'aube des temps. Ici, le cosmos est régi par les Titans, la génération de divinités avant les Olympiens jusqu'à ce que Zeus se révolte. Zeus ayant réussi à enfermer les Titans au Tartare, il va prendre la tête des Olympiens et donnera le contrôle des mers à son frère Poséidon et celui des enfers. Ils sont enfin sortis de ton trou? Comment ça va dans l'autre monde? Oui, d'accord, l'autre monde. Donc Zeus donnera le contrôle de l'autre monde à son autre frère Hadès, qui, décidément, sera pas très content de la situation. Et pour cause, regardez-moi à déco, tout est en noir et bleu désaturé, avec une touche de gris, il n'y a aucune fenêtre ni lumière chaude, et t'as des fantômes qui se lamentent aux quatre coins du truc. Forcément que ça a un impact psychologique. Un jour, les moires vont prédire à Hadès que son destin est de renverser Zeus et prendre la tête de l'Olympe dans 18 ans. Mais que ce destin ne s'accomplira pas si Hercule, alors nouveau-né de Zeus et Héra, se dresse dans son chemin. Hadès va donc envoyer ses deux laquais Peur et Panique, vous en faites pas, on va y revenir, pour enlever et tuer le petit Hercule. Mais avant ça, ils vont devoir le rendre mortel, parce que oui, c'est la grosse différence entre un dieu et un mortel. Les dieux ne peuvent pas mourir. Même Cronos, ses enfants l'ont découpé en 1000 morceaux, jeté au fin fond du Tartare et techniquement, il est toujours conscient. La nymphe Leucée étant la seule exception à cette règle que je connaisse personnellement. Fille du titan Océanos, elle est née avec une âme défaillante et elle a fini par mourir de vieillesse. L'ironie étant que, dans la mythologie grecque, Leucée, c'était la première amie d'Hadès quand il est arrivé aux enfers et qu'il en est tombé éperdument amoureux, donc forcément quand elle est morte, ça lui a juste brisé le cœur. C'est quand même intéressant à souligner quand on pense que c'est Hadès qui aura l'idée de rendre le petit Hercule mortel pour pouvoir le tuer. Ou presque. Peur et Panique ne vont pas réussir à lui faire boire toute la potion, ce qui veut dire que Hercule gardera sa force divine et sera élevé par un couple de fermiers, Amphitryon et Alcmène. Deux personnages qui, dans la mythologie grecque, sont bel et bien reliés à Héraclès, parce que Amphitryon est le mari d'Alcmène et Alcmène la mère du petit Héraclès, alors là, par Zeus. Ouais, il va y avoir beaucoup de censure dans cette vidéo, on parle de mythologie grecque. Bref, avec l'illusion que Hercule est mort en tête pendant 18 ans, Hadès va planifier son coup d'état contre les dieux olympiens, ralliant des monstres à sa cause aux quatre coins de la Grèce. C'est là qu'il va faire connaissance du personnage de Mégara, Meg pour les intimes, à qui il prendra son âme en échange de sauver la vie de son amoureux, avant que le dit amoureux décide de jeter Mégara aux poubelles pour la première venue, bien entendu. Et comment a-t-il remercié ce crétinos? En filant à la Péloponnèse avec une Messaline. Ah oui, ça fait très mal, pas vrai, Meg? Hercule, entre-temps, il sera entraîné par Philoctète, le façonneur de héros qui est absolument pas Chiron, quand il apprendra que c'est seulement quand il s'en montrera digne qu'il pourra prendre sa place en tant que dieu olympien. Hadès, évidemment, après 18 ans de planification, apprendre que la seule personne qui est capable de l'arrêter est en vie alors qu'on lui avait dit qu'elle était morte, il est pas content. Quel était ce nom, déjà? Hercule. Oh, c'était pas Hercule qui s'appelait le lardon que nous devions tuer. Oh, mes dieux! Aussi mort qu'on peut l'être, ce sont vos mots exacts. Je suis sur le point de réorganiser le cosmos et ce bâtard de demeuré est en train de valser, de flirter dans les bois.
En échange pour sa liberté, Meg devra donc trouver les faiblesses de Hercule et la rapporter au dieu des enfers. Quand Hadès va comprendre que la seule vraie faiblesse du héros, c'est son amour pour Mégara, il va la forcer à le manipuler et à renoncer à sa puissance pendant 24 heures en échange de la sécurité pour sa bien-aimée. Hadès va attaquer l'Olympe avec les titans fraîchement libérés, c'est donc un Hercule sans pouvoir qui va aller se dresser contre lui. Ça va assez mal pour Hercule. Très mal. Un microbe! Ça va horriblement mal pour Hercule. Le tout jusqu'à ce que Mégara se sacrifie pour le sauver, Meg et sa sécurité étant une des clauses du contrat entre Hercule et Hadès, il retrouvera sa puissance. Les Olympiens remporteront le pouvoir et Hercule ira chercher Meg dans le Styx aux enfers. Non sans une dernière tentative d'Hadès pour renverser Hercule, parce qu'il lui dira qu'il peut aller chercher Mégara dans le Styx s'il est capable de la rejoindre, sans lui dire que le Styx, c'est un fleuve qui va totalement absorber ses forces vitales. En fait, j'ai oublié de te dire, tu seras mort avant que tu puisses la rejoindre. Ça te pose un problème? Mais heureusement pour Hercule, c'est là que sa divinité va se manifester, ayant compris que d'être un héros vient principalement du cœur et Hadès finira dans le Styx. Et voilà, c'est plus ou moins l'histoire d'Hadès, dans le film de Disney. La vraie histoire d'Hadès. Ben oui, forcément, vous parlez à un fanboy de mythologie grecque. Alors, il n'y a pas de version définitive de la mythologie grecque. Plus ou moins. La mythologie, c'est l'ensemble de mythes et légendes qui se rattachent à des croyances dépeintes par de multiples auteurs comme Homère ou Hésiode par exemple, mais surtout, c'était des mythes qu'on a tendance à l'oublier, se passaient de façon orale. Un peu comme ces espèces de légendes urbaines sur vos villes natales que vous vous passez de bouche à oreille et quand quelqu'un vient vous la raconter, vous êtes genre « Non, moi je l'ai entendu d'une autre façon, c'est ça la mythologie, c'est des œuvres qui évoluent à travers le temps. » Et si vous êtes un fan de mythologie, vous le savez, de temps en temps, vous entendez une version du mythe que vous connaissez qui a absolument rien à voir avec ce que vous avez appris. C'est là que ce genre de réflexion entre en jeu. Oui, c'est juste une version différente du mythe, soit c'est techniquement vrai. Mais les gens ont tendance à pas réaliser ce qu'une version différente du mythe, ça veut vraiment dire. Si oui, de base, la mythologie, c'est un ensemble de légendes et de croyances, ça peut dépeindre une espèce de réalité sociale, voire de mouvement de pensée par rapport à la civilisation et le milieu social d'où vient le mythe dont on parle. Un bon exemple de ce fait, c'est le dieu Poséidon qui vient Méduse. Méduse qui ensuite sera transformée en Gorgone par Athéna pour la punir de s'être fait agresser. Et ça, c'est une version parce que dans des versions encore plus récentes, c'est un cadeau que Athéna fait à Méduse pour être capable de se défendre contre de potentiels agresseurs. Alerte spoiler, ça finit pas bien pour Méduse. Dans toutes les versions, ça finit mal. Alors maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, parce que je sais que Méduse est devenu un symbole féministe très important dans la culture dans laquelle on vit. Mais le fait étant que ce mythe, est-ce qu'on peut vraiment le rattacher à la mythologie grecque? Parce que, je le rappelle, il a été écrit par Ovide, donc un poète romain, à la fin de l'ère païenne. Puis c'est ça, ce n'est même pas un mythe grec, c'est un mythe romain. On ne parle pas de Poséidon dans un temple d'Athéna, mais plutôt de Neptune dans un temple de Minerva. Versus la version de base plus ancienne qu'on rattache à la Grèce antique, où Méduse est déjà une gorgone. À la base, dans la théologie d'Hésiode, couche avec Poséidon dans une clairière à travers les fleurs du printemps. Et dans cette version du mythe qui parle bien de Poséidon parce qu'il est l'origine de la Grèce antique et non de la Rome antique, la relation, pour autant qu'on sache, est consensuelle. Enfin, aussi consensuelle que Hésiode, grand suiveur de Zeus et ancêtre de tous les incels, soit capable d'écrire. Pour illustrer mes propos, laissez-moi vous lire une petite partie de la Théogonie d'Hésiode, les travaux et les jours, hymne homérique. Je cite donc cet auteur célèbre, un mâle destiné aux humains, définition de la femme. Ça avait l'air sympathique, la Grèce antique. Le pourquoi du comment les deux versions du mythe sont aussi différentes, c'est très difficile à démystifier. Mais le fait étant qu'une théorie intéressante dit que c'est parce que la navigation chez les Romains s'est arrivée relativement tard dans leur histoire et leur technologie navale était médiocre. Versus les Grecs qui étaient connus pour être des bons navigateurs et avoir peut-être une meilleure relation avec l'océan. Donc forcément, si l'élément qui rattache un certain dieu à une certaine civilisation n'est pas au centre des priorités, ça change la façon dont on voit ce dieu. Les Romains, Neptune, c'était pas leur dieu préféré. Une des preuves étant que Caligula, l'empereur le plus sanguinaire de l'histoire de Rome après Néron, qui est au passage connu pour avoir inspiré le roi Geoffrey, il a déjà déclaré la guerre à Neptune. Il a ordonné ses soldats d'attaquer une plage, de fouetter les vagues et de collecter des coquillages comme prix de guerre.
Après, tu te demandes comment Rome a pu s'éteindre. Ce que j'essaye de dire, c'est que même s'il n'y a pas de version définitive de la mythologie, oui, il peut peut-être y avoir des versions moins valides que d'autres quand on regarde qui l'a écrite et surtout pourquoi et dans quel contexte. Et ici, c'est là que je vais me permettre de m'interrompre au montage pour préciser quelque chose. Je ne cherche en aucun cas à décrédibiliser l'histoire de Méduse chez les Romains par rapport à ce qu'elle a vécu ou par rapport au symbole qu'elle est devenue pour les gens ayant vécu pareille situation. Chez les Grecs, selon les recherches que j'ai faites, Poséidon n'est pas vu comme étant aussi mauvais que Neptune, mais je cite « casually cruel », qu'on pourrait traduire par « un petit peu cruel ». J'ai envie de te dire, c'est un peu une tendance chez les dieux grecs. Mais si vous avez un point important à apporter, je vous invite à le faire dans les commentaires de façon respectueuse et construite. Mon but avec cette chaîne, c'est de pouvoir échanger sur des sujets qui me passionnent et de diffuser de l'information. Vous êtes toujours les bienvenus à me corriger quand besoin est. Et j'ai choisi le mythe de Poséidon et Méduse parce que c'est à mon sens celui qui est le plus mal représenté dans la culture populaire. Mais bien entendu, si vous avez un autre exemple comme par exemple les plus flous que je suis sur le point de donner dans cet épisode, soyez sûr de le faire, j'ai hâte de vous lire. Quel rapport avec Hadès me direz-vous? Parce que là, ça doit faire une bonne minute que je fais juste râler sur une des plus grandes misconceptions de l'histoire de la mythologie. Eh bien, c'est sans doute le fait que Hadès est, à mon sens, le dieu le plus mal représenté de l'histoire de la mythologie dans la culture populaire. Déjà, de base, non, son histoire ne commence pas vraiment à l'aube des temps, là où les titans règnent en maître. Au début, il n'y avait rien, mais pas rien, puisqu'il y avait le chaos, à la fois une entité métaphysique qu'une divinité primordiale. Et la première vraie faction de dieux, ce sont justement les dieux primordiaux, donc toute la clique avec Gaïa, la terre, Ouranos, le ciel, Tartare, le coin le plus reclus des enfers, Eros, l'amour, Erebros, les ténèbres, et ma petite préférée, Nyx, la déesse de la nuit. Nyx, qui, fun fact, est connue comme étant une des seules divinités qui a le pouvoir de faire chier Zeus dans ses culottes. C'est Gaïa et son fils, / son mari, pensez-y pas trop, qui vont engendrer bon nombre d'autres divinités, comme Cronos et Rhea, qui ensemble auront 6 enfants, ça non plus on essaye de pas trop y penser. De cette fratrie donc vont naître dans l'ordre Hestia, la déesse du foyer, Déméter, la déesse de l'agriculture, Héra, la déesse du mariage, Hadès, le dieu des enfers, Poséidon, le dieu des mers, et Zeus, le dieu du ciel. Seul problème, Cronos, il avait pris connaissance d'une prophétie qu'une fois arrivé à l'âge adulte, un de ses enfants allait le détrôner. Donc à chaque fois que Rhea accouchait d'un de leurs rejetons, Cronos les dévorait. Ce qui est une solution un petit peu extrême. Jusqu'à ce que Rhea en ait sincèrement sa claque et qu'elle prenne son petit dernier Zeus, le cache sur une île et donne à Cronos une pierre à manger à la place parce que décidément il avait un problème d'attention. Mais le fait étant que si vous vous rappelez de ce que j'ai dit plus tôt, les dieux ils ne peuvent pas mourir, donc la fratrie de 3 frères, 2 sœurs de Zeus va juste grandir dans l'estomac de Cronos jusqu'au jour où un Zeus bien adulte viendra faire dégueuler ses propres enfants à Cronos, c'est pas une image, c'est comme ça qu'il a libéré ses frères et sœurs, et où il le renverse. C'est ça la titanomachie, c'est les Olympiens qui prennent le pouvoir sur les titans et accessoirement sur le cosmos. C'est là qu'ils vont se diviser l'existence, comme mentionné, Déméter, elle devient la déesse de la terre, Hestia du foyer, Héra du mariage, et les 3 frères, eux, ils vont se diviser le ciel pour Zeus, la mer pour Poséidon et la terre pour Hadès. Hadès qui, au passage, prendra principalement le contrôle des enfers. Ce qui est une distinction très importante. Hadès, c'est pas le dieu des morts ou la mort grecque, c'est le dieu des enfers. Et plus tard, chez les Romains, il deviendra aussi le dieu des sols, de l'agriculture et des richesses, en la personne de Pluton. Autre corrélation importante, si les Romains ils associent Pluton à Hadès en tant que dieu des enfers et des richesses, eh bien, chez les Grecs, le dieu des richesses, c'est Plutus. On appelle ça le syncrétisme, quand 2 divinités à travers des siècles d'échanges fusionnent, autant leur personnalité que leur histoire, que leur pouvoir, que, vous l'aurez deviné, leur arbre généalogique. Et quand tu fusionnes des siècles d'échanges à travers des sociétés aussi patriarcales qu'il est possible de l'être, qui ont tous des dieux avec des arbres généalogiques colossaux, tu obtiens les dieux grecs, à savoir une bande de consanguins qui ont tous une notion du consentement assez floue. Vient ensuite Hadès. Si dans la mythologie grecque, il n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une bonne personne, dans l'absolu, il n'est pas si méchant non plus. Oui, bien sûr, il inspirait la peur chez les Grecs, mais le pourquoi du comment, c'est que dans la culture grecque ancienne, de parler d'un dieu, on disait que c'était peut-être de s'attirer son attention. Alors forcément, quand t'es le dieu des enfers... Mais dans la mythologie, Hadès, il est généralement assez neutre. C'est sûr, des fois, il fait des trucs pas super
correct ou gentil, mais bon, ça reste un dieu grec. En fait, si tu cherches un dieu grec qui a absolument aucun red flag, ta seule vraie option, c'est Hestia. Bref, Hadès, il est plus ou moins préoccupé par ce qui se passe à l'Olympe. Lui, sa priorité, c'est de bien gérer les enfers. Les crises de colère de ses frères Zeus et Poséidon, il en a basiquement rien à battre. Et honnêtement, dans la plupart des mythes de héros grecs où il apparaît, il est assez prêt à aider, voire des fois, il est même presque charitable. Comme la fois où est-ce qu'il a laissé Hercule repartir avec Cerbère pour accomplir sa quête à la seule condition qu'Hercule soit capable de le maîtriser tout seul. Ou comme la fois où dans une autre quête, Héraclès se retrouve aux enfers pour récupérer l'âme d'Aclétis, Hadès est tellement ému par l'histoire de la femme et de son mari qu'il laisse littéralement Héraclès repartir avec. Bref, contrairement à ce que dit Hollywood, Hadès c'est pas vraiment un méchant dans la mythologie grecque, c'est plus une espèce de socially awkward nerd divin qui passe son temps à être plus préoccupé par le fait de gérer les enfers que par autre chose. Oui, des fois on dirait qu'il n'a aucune pitié, mais ça c'est surtout parce qu'il a un sens de la justice assez aigu, un peu comme la mort en tant que telle, j'ai envie de dire. Et en ce qui concerne Héraclès, c'est pas Hadès le méchant de l'histoire, objectivement, c'est Héra. Mais bon, ça devait pas passer chez Disney. Sois sage, mon ange. Mais alors, dans le dessin animé, si Hadès n'est pas Hadès, c'est qui Hadès? Un dieu amalgame. Au développement du personnage, comme mentionné, il a fallu changer énormément de choses, du simple fait que le film avait besoin d'un antagoniste. Déjà, parlons de son tempérament. Les crises de colère, c'est pas exactement un symbole de Hadès traditionnel. Ma théorie étant que le Hadès de Disney, il emprunte énormément à Arès, de la mythologie grecque, dieu de la guerre sanglante et de la soif de sang. Idée renforcée par la présence de peur et panique, qui en VO se font appeler souffrance et panique, qui, une théorie populaire sur Internet, dit qu'ils sont en fait l'équivalent dans cet univers de Phobos et Deimos, les dieux grecs respectivement de la peur et de la démence, qui au passage sont les deux fils divins de Arès et Aphrodite et qui vont accompagner le dieu des batailles à la guerre. Alors encore une fois, c'est l'heure de péter le mythe. Si oui, Mars, le dieu de la guerre romain, est central dans le panthéon religieux, chez les Grecs, Arès, c'est un personnage secondaire. Et quand il apparaît, il est montré plus souvent comme étant remis à sa place, voire totalement humilié. Ce qui est un lien quand même assez intéressant avec le Hadès de Disney. Il est secondaire pour les Olympiens, oubliés et jetés tout au fond du Tartare. Papy, mais à l'inverse de vous, Dieu, qui est d'une paresse olympique, j'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Mais aussi parlons de son design. Ici, Hadès est représenté comme une sorte de dieu du feu. C'est pas Hadès ça. Hadès n'est nullement relié au concept du feu. Le dieu du feu chez les Grecs, c'est Héphaïstos, un autre de mes dieux préférés, connu pour sa laideur et sa déficience physique, que Héra va balancer du haut de l'Olympe parce qu'elle le trouvait trop laid à la naissance. Cette femme est un vrai trésor. Mon point étant que le Hadès de Disney, il emprunte à la fois chez Arès, qui est un dieu oubliable, et de Héphaïstos, sans contredit, la plus grosse victime du panthéon olympien. Et je veux dire, bon ok, Hadès c'est un connard dans le film, mais regardez comment les autres Olympiens le traitent aussi. Je n'ai jamais été aussi estomaqué depuis le jour où j'ai eu cette boule de moussac à coincer dans ma gorge. Alors, Hadès, enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde? Mais très bien, légèrement noir, un peu obscur et comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Prends le temps de vivre, tu vas te tuer au travail! Ha! Te tuer au travail! Littéralement, on parle de quelqu'un qui gère le concept de vie après la mort contre son gré, et Zeus en fait des blagues, sans se rendre compte qu'il est en train de tourner le couteau dans la plaie. Et Hadès, tu te rappelles la fois où j'ai pris le pouvoir et que j'ai décidé de te donner le poste que personne voulait juste parce que je le pouvais? C'était la belle époque! Ce qui, mythologiquement parlant, c'est quand même assez intéressant parce que oui, si Zeus c'est le roi des Olympiens, soyons honnêtes, il est plus ivre de pouvoir qu'un roi compétent. Et pendant ce temps-là, t'as ses enfants qui ramassent après lui, travaillent à son service et se font traiter comme des moins que rien dans certaines histoires. Comme par exemple, est-ce que vous saviez que pour leur apprendre l'humilité, le grand et puissant Zeus, qui est clairement une figure humble, a décidé de retirer leur immortalité et leur pouvoir divin à Poséidon et Apollon. 2 fois dans le cas d'Apollon. La différence dans Hercule, c'est que ici, le mauvais rôle, c'est juste Hadès qui le ramasse. Pour autant que l'on le sait, vivre sur l'Olympe, c'est une utopie et t'as juste les dieux des enfers qui se fait chier. Ce qui va faire évoluer Hadès dans une version plus actuelle de la mythologie, si je puis dire. En fait, tu pourrais argumenter que c'est ce Hadès qui donne la réputation de mauvais dieu au personnage. Le diable grec.
Donc Hadès, dans Hercule, il est globalement un mélange de plusieurs figures divines. Mais le plus intéressant, ça réside dans sa relation avec Lucifer. S'il y a un dieu qu'il ne faut pas faire fumer de colère, c'est bien Hadès, car il a un dessein démoniaque. C'est drôle, encore une fois, parce que dans la mythologie grecque, les Olympiens, eh bien, ils ont presque tous un problème de colère, sauf Hadès et Hestia. Ah, donc Lucifer, Satan, le père du mensonge, le malin et bien d'autres noms. Mais c'est exactement ce que devient Hadès. Déjà, de par leur histoire, en termes de similitude, Hadès est une figure divine qui va se retrouver à la tête d'un monde souterrain suite à une décision de la figure de proue de ce panthéon religieux. Il va même déclencher une révolution contre Zeus, exactement comme Lucifer mène une rébellion contre le dieu des Hébraïques. On dit dieu des Hébraïques ou dieu des Hébreux? Il est aussi vu passer des accords avec les mortels, ce qui dans la culture populaire est un symbole de ce qu'est le diable, ce qui est exactement ce que fait Hadès. Il pactise avec des personnages comme Mégara et Hercule, s'assurant bien d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Le fils de mon immortel ennemi disparu pour toujours dans la rivière des morts. Une fois, Y aurait-il un os là-dessous? 2 fois. D'accord, non, d'accord. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire, tu seras mort avant que tu puisses la rejoindre. Ça te pose un problème? Et la crémière qui va avec. Parlons aussi de son domaine, parce qu'il y en a des choses à dire sur les enfers de Hercule. Les enfers grecs, c'est pas la même chose que l'enfer des chrétiens. Le mot enfer tire son origine du latin infernus, qui veut littéralement dire qui est en dessous. C'est sûrement de là aussi que vient l'appellation de ce domaine en anglais, dit underworld, littéralement le monde d'en dessous. Le truc avec les Grecs anciens, c'est littéralement ça. Ils parlaient le grec ancien entre 1500 et 300 avant Jésus-Christ. Le latin va faire son apparition uniquement autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi c'est important pour cette vidéo? Pour que vous compreniez que les enfers grecs, c'est pas forcément la même chose que l'enfer chrétien. Ils ne partagent que le nom. Et même là, c'est un petit peu un raccourci de dire ça, parce que les Grecs, les enfers, ils les appelaient l'Hadès, en référence au dieu qui y veille. Et c'est pas une sorte de punition divine, c'est l'endroit où tous les mortels finissent après la mort. Mais ils sont bien répartis en plusieurs régions. L'Hadès en tant que tel, c'est là que les morts vont pour être répartis par les 3 juges des enfers qui vont décider de leur sort. Tout en haut, on retrouve l'Éreb, la région la plus proche du monde des vivants, donc l'entrée du domaine où vivent des créatures comme Cerbère, les Moires, les Érinées ou encore Thanatos, le dieu de la mort grecque. Ensuite, on retrouve les Champs-Élysées, là où les âmes des héros vertueux vont temporairement en attendant de se faire réincarner. C'est aussi là que se trouve le palais de Hadès et Perséphone. Le pré d'Asphodèle, l'endroit le plus commun où on retrouve des esprits ayant mené une vie, je cite, sans substance et inintéressante. C'est l'endroit où vont les personnes neutres et les PNJ. Bonjour, mon nom est le roi Minos, je serai votre juge aujourd'hui. Pour que ça aille plus vite, étiez-vous soit relié au domaine de la justice, de la loi, de l'enseignement ou de la politique avant de mourir? Bah écoutez, moi j'ai été chauffeur d'autobus pendant près de 30 ans. Oh mon Zeus, un tel niveau de neutralité! Bienvenue aux plaines d'Asphodèle! On a ensuite les champs du punissement, où sont punies les mauvaises personnes. Et finalement, le Tartare, l'endroit le plus profond des enfers, là où seules les pires incarnations se retrouvent, incluant donc des personnages comme Cronos ou Tantale, les géants de Gaïa et bien d'autres. Vous l'aurez compris, traditionnellement dans la mythologie grecque, l'Hadès, c'est pas un endroit où tout le monde souffre. Sauf que dans Hercule... Tiens cette mortelle trame de la vie fermement. Aïe! Par où je commence? Déjà, on voit Hadès entrer par le Styx dans l'Éreb. Tout est noir et dans un brouillard. Jusque-là, ça va. L'Éreb, c'est globalement ça. Il y a même Cerbère à l'entrée. Mais après, on voit que ça s'enchaîne et c'est de pire en pire. Il n'y a aucun soleil ni même lumière douce. Les décors sont froids et agressifs. C'est un endroit où la misère est reine. Et Hadès, il a hérité de ce domaine de la part de son frère Zeus. Contre son gré en plus. Moi aussi, ça me ferait chier. Sans parler du fait que là, il semble y régner sans Perséphone, ou aucun de ses sous-fifres même. Bon oui, on a peur et panique, mais je pense pas que ce soit une si grande consolation que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, tu as mort ces marchandises! Le fait étant que dans la version Disney, Hadès ça a l'air d'être quelqu'un qui doit régner en solitaire, un paria pour les Olympiens. Plein d'éléments qui vont venir se ressentir jusque dans le design de Hadès. L'iconographie d'un méchant.
L'iconographie, c'est l'étude de l'ensemble des figures d'une œuvre, ce qui rend une œuvre cohérente à elle-même ou non d'un point de vue visuel. Et maintenant, vous allez me faire le plaisir de regarder l'œil de ce petit appareil, s'il vous plaît. Voilà, vous n'avez maintenant jamais entendu parler du film Hercule parce que vous étiez trop occupé à laisser un commentaire sous cette vidéo pour le référencement et à penser à vous abonner et activer la cloche au passage. Maintenant donc que votre esprit est totalement vidé de cette œuvre de fiction qui est le Hercule de Disney, je vous présente les personnages. Pouvez-vous identifier le méchant? Oui, c'est encore Hadès, c'est clair que c'est encore Hadès. Déjà, si on compare Hadès aux autres dieux olympiens, ici c'est le seul qui ne brille pas. Littéralement, c'est pas une image d'une figure de style, les autres divinités émanent une espèce d'aura de lumière aux couleurs de leur personnage, mais Hadès, il est dessiné comme les mortels. Ça crée une espèce de décalage entre les dieux. Si eux, ils érradient de leur pouvoir, Hadès, lui, il est terne et semble absent de toute vie. Même les flammes sur le haut de sa tête ne brillent pas. Et je veux dire, bah c'est du feu. C'est le symbole de la vie. Pour que le feu ait l'air mort, il faut que ce soit intentionnel. Ensuite, au niveau chromatique, Hadès, c'est simple. Couleur froide, sombre et terne, c'est tout ce qu'il compose. Même si Athéna et Poséidon, par exemple, eux aussi utilisent le bleu comme couleur principale, on vient voir un arrangement chromatique où des couleurs extrêmement claires viennent balancer les tons les plus sombres. Hadès, ses couleurs sont à son image, froide et terne, et soyons honnêtes, morte. Le tout bien sûr jusqu'à ce qu'il s'énerve et que les couleurs se réchauffent, mais encore une fois, ici c'est sombre et terne, ce qui fait que la même palette chez un autre personnage comme Zeus nous est vue comme confortante, mais chez Hadès, c'est juste agressif. Et aussi un autre point qui fait que Gerald Scarfe, le chara-design de Hercule, a fait un travail de malade, c'est les formes des personnages, particulièrement, vous l'aurez deviné, les formes de Hadès. C'est pratiquement devenu une blague sur Internet, mais beaucoup de personnages de Hercule ont des angles arrondis au point que ça en soit invraisemblable. Genre là, les pieds de Hercule ou les mains de Zeus, tu me diras pas que c'est des formes naturelles. Et c'est vrai, t'as des personnages avec un peu plus de mesure dans les angles auxquels ils sont dessinés. Entre ensuite Hadès, qui globalement, ben ça vient des enfers en fait. Regardez son design, il est pointu de partout, que ce soit ses doigts et son nez crochu, ses dents pointues ou encore ses flammes en pique qui lui servent de cheveux. Pourquoi ce choix intéressant? C'est probablement parce que les formes arrondies, je vais vous apprendre quelque chose, c'est plus facile à suivre pour l'œil humain parce que le cerveau a moins de misère à les analyser. Forcément, une forme arrondie est moins agressante pour le spectateur qu'une forme pointue. Hadès, jusque dans ses formes, il est plus difficile à comprendre pour votre cerveau. Et regardez-le se déplacer, il a l'air lent et balourd, il a presque l'air d'un papy en robe de chambre, ce qui vient contraster avec tous ses placements surnaturels et ses changements de mouvements brusques, mais toujours bien composés. Aurions-nous par hasard oublié un gentil mini, mais pourtant si crucial léger petit détail? Tu m'appartiens! Au cinéma, on a un adage, show don't tell, littéralement, montre-le-moi, ne me le dis pas. Et Hadès, dans la première seconde où il apparaît, que c'est attendrissant. Je n'ai jamais été aussi estomaqué depuis le jour où j'ai eu cette boule de moussaka qui a coincé dans ma gorge. C'est très évident que c'est lui l'antagoniste du film. Ce qui est simplement une des raisons qui font de Hadès mon méchant préféré des classiques d'animation Disney. L'autre raison, c'est qu'est-ce qu'est le personnage. Psychologie et mise en scène. Hadès, c'est un personnage qui, pour l'époque, chez les Disney, il est assez atypique. Comparons-le donc aux autres méchants de la Renaissance de Disney. Scar, ce qui le rend appréciable, c'est avant tout son charisme et sa personnalité suave, sans parler de sa mise en scène théâtrale, ce qui est logique quand on sait que le Roi Lion est adapté de Hamlet de Shakespeare. Chez Jafar, on retrouve un peu les mêmes éléments, mais l'évocation reptilienne assez sobre 2 ans plus tard dans les mouvements de Scar, ici, chez le personnage, viennent se clarifier. Regardez-le, c'est un serpent autant dans ses déplacements que dans son design que dans ses vêtements. Claude Frollo, quand tu le vois ou même quand tu l'évoques, tu sens bien l'inflexibilité et la cruauté du jugement et de son dogme religieux. Frollo, je passe vite dessus parce que j'ai une vidéo entière sur le sujet. Shan Yu de Mulan, il est une machine de guerre, il est imposant physiquement, sa seule présence te demande de t'agenouiller. Bref, les méchants de Disney de cette époque, ils commandent le respect et émotionnellement, ils semblent assez détachés. Parlant maintenant d'Hadès. Ah bien, prévenez-moi dès que les moires sont arrivées. Non, elles sont ici. Quoi? Les moires sont ici et vous ne l'avez pas dit! Hadès, ce qui va le rendre appréciable comme antagoniste, c'est qu'il fait tout le contraire de ce que les autres méchants de l'époque faisaient. Il est sarcastique, il parle vite et fort avec des variations de ton de voix, et aussi il parle énormément avec son corps, ajoutant du mouvement à ses répliques. Laissez-moi vous passer l'extrait de quand Hadès demande à Hercule de renoncer à sa force pendant 24 heures. Éternellement reconnaissant si tu voulais juste
prendre une récréation, loin de ton entreprise de démolition. Je veux parler des monstres, des tremblements de terre. Foot, rien qu'une petite journée. Voilà le marché. Tu renonces à ta force pour environ 24 petites heures, et mec sera libre comme un oiseau et hors de danger. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison. Elle est pas belle, la vie. Regardez ça, Hadès est constamment en mouvement, pendant que Hercule, si on le compare au dieu, il est presque au ralenti. C'est un des éléments qui font Hadès qui il est. Il attire l'attention du spectateur, à la fois par son design et par son mouvement. Et moi, je trouve ça intéressant parce que quand on parle de personnages qui sont très bien designés, ce qui ressort souvent, c'est les vêtements, les couleurs, voire les dessins quand on parle d'animation. Mais le concept de mouvement et de composition du mouvement, surtout, c'est des éléments qui sont très importants dans le monde de la réalisation. Tous les cinéastes le savent. Et jamais ce n'est aussi bien maîtrisé chez Disney qu'avec Hadès. Pourquoi ces mouvements fonctionnent? Parce qu'ils sont à l'image de la psychologie du dieu, à savoir chaotique, rapide et totalement imprévisible, mais surtout à la fois agressif et amusant. Si on demande au public qui est le méchant Disney le plus drôle, le fait étant qu'on retrouve souvent des Yzma, voire des Capitaines Crochet, qui sont des bons prétendants au titre. Mais Crochet et Yzma, ce sont des personnages qui apparaissent respectivement dans un conte de fées et une comédie. Donc forcément, c'est deux personnages que tu peux t'attendre à avoir des rôles un peu plus comiques versus Hadès, que lui, techniquement, l'histoire d'Hercule, on pourrait argumenter que c'est du heroic fantasy, là où les méchants sont plus souvent beaucoup plus dramatiques et grands comme Sauron ou Voldemort par exemple. Ron Musker et John Clements, à la base, ils avaient basé Hadès sur Ursula et Jafar, les méchants de leurs deux derniers longs métrages chez Disney. Donc cette version, on l'a presque pas eu. À la base, on voulait un Hadès moins drôle, plus lent, plus calme, qui met l'emphase sur le charisme et la peur, et surtout, on l'avait basé autour de la personne qui devait l'interpréter, à savoir Jack Nicholson, qui quittera le projet après que Disney lui ait refusé 50% des recettes des ventes des jouets sur Hadès. C'est seulement quand James Woods va reprendre le rôle qu'on va remodeler la caractérisation et qu'on va avoir le Hadès qu'on connaît aujourd'hui. Faire de Hadès un antagoniste comique, c'était un choix qui est assez risqué, mais au final, moi j'ai tendance à dire que ça a marché. Et les gars, et le lynx, ça serait pas plutôt par là? Gars, mettez votre titanesque technique en pratique et battez ces Olympiques coccyx. J'ai la flamèche éteinte. Zazounet, coucou, me revoilà. Oh, hey! Non, mais tuez-le lui! Regardez bien mon doigt, là, lui! C'est le cheval. Et comme dans tout personnage comique, on retrouve une part de tragédie. Hadès, c'est un de ces méchants qui a des raisons d'être méchant. Il est un paria dans sa propre famille et ce qui vient le chercher, c'est que ses proches ne sont pas prêts à faire leur moitié du chemin pour que ça s'arrange. La preuve étant que Hadès, à la base, il ne savait pas que Hercule, il était destiné à l'empêcher de prendre le contrôle du cosmos. Ni même que de détrôner Zeus, c'était son destin. Pour autant que l'on sait Hadès au début du film, il a juste fait un effort de monter sur l'Olympe pour voir le nouveau-né de Zeus et Héra. Et je vous l'accorde, juste après, on a une jolie scène qui dit que Hadès, lui, il a toujours eu envie de prendre le contrôle du cosmos comme il le mentionne lui-même. Alors, juste une question, est-ce que ce loupio pourrait mettre en danger ma prise de contrôle? Qu'est-ce que vous en pensez, là? Mais le fait étant que, à ce moment, encore une fois, il n'avait aucune idée que le destin d'Hercule était de l'en empêcher et que même s'il semble être parti en mission de reconnaissance pour voir le danger, il a quand même fait l'effort de discuter avec Zeus. Oh, le crétin! Allons, Hadès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. J'aimerais, Papy, mais à l'inverse de vous, Dieu, qui est d'une paresse olympique, j'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps. Et entre-temps, il y a absolument personne à l'Olympe qui sait que Hadès, son plan, c'est de prendre le contrôle. Malgré ça, on le traite quand même comme un sac poubelle. Je veux dire, moi aussi, j'aurais de la colère en dedans. Et à la seconde où est-ce qu'il passe par la porte, il est directement antagonisé et ridiculisé par le reste de sa famille. Ce qui est quand même un environnement familial assez toxique. Sous cette carapace de sarcasme et de comédie bien écrite portée par la mise en scène réussie venant redéfinir les codes de la mythologie grecque, se trouve un personnage d'une complexité incroyable. Donc, contrairement à mes habitudes dans cette émission, à défaut de vous apporter des réponses sur l'écriture du personnage, je vais vous poser une question. Pensez-vous que Hadès aurait mérité une deuxième chance? Alors Hadès, comme mentionné, c'est mon méchant préféré des classiques d'animation Disney. Et si vous avez suivi le développement de la chaîne au courant du mois d'octobre, vous avez peut-être pu vous rendre compte qu'en animation Disney, les méchants, ils savent ce qu'ils font. Pour son alignement donc, Hadès, il agit principalement par rancœur, ce qu'on peut techniquement associer à la vengeance qui serait chaotique mauvais.
Mais comme son but c'est le succès peu importe le coût, j'ai tendance à dire qu'il est plus sur le spectrum du neutre mauvais. Et comme on a énormément parlé du Hadès de la mythologie grecque dans cette vidéo, je vais l'aligner aussi. Moi je dis que le PDG des Enfers qui s'en fout de ce qui se passe à côté, c'est difficile de faire plus loyal neutre que ça. Sur ce mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour découvrir un des meilleurs méchants de l'histoire de l'animation. Rappelez-vous de laisser un commentaire pour nous dire de quel autre méchant on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.